Les produits du grand commerce. Les Européens découvrent des produits de l'Orient et du Moyen-Orient qui ont une grande utilité, comme les épices et la soie. Les épices de l'Inde et du Sri Lanka sont populaires en Europe. Certaines aident à la conservation des aliments et d'autres ont des vertus médicinales, par exemple comme le gingembre et le cannelle. Le gingembre sert à calmer les maux de cœur. La soie de la Chine aussi est très à la mode chez les riches. Au niveau commercial, Venise est la plus puissante. Elle a une très grande puissance navale, donc elle a beaucoup de bateaux et va dominer le commerce maritime de l'Europe. En 1284, elle va frapper sa propre monnaie qu'on appelle le ducat. Elle sera la référence monétaire de l'Occident pendant près de 300 ans. Donc la monnaie de Venise était celle qui valait le plus. Elle va développer un intense commerce avec les musulmans. Elle va contrôler le commerce des produits de luxe comme la soie et l'épice. Et elle va obtenir le droit de franchir deux détroits très importants, le détroit des Dardanelles et le détroit du Bosphore, qui donne accès à la mer Noire et va contrôler, dans le fond, le commerce de Constantinople. Elle fait le commerce aussi des esclaves. Donc, sur la carte que vous voyez ici, on voit la mer Méditerranée et la mer Noire. Et pour y accéder, on doit traverser deux détroits, celui des Dardanelles qui est ici et celui du Bosphore avec, bon là c'est Istanbul, mais anciennement c'était Constantinople. Donc Venise a accès elle a des droits de passage dans ces deux détroits-là pour pouvoir avoir accès à la mer Noire, d'où transigent tous les grands produits, dans le fond, qui viennent de l'Asie, qui viennent de l'Inde et de la Chine. Au Moyen Âge, on va aussi voir la naissance du crédit. Donc, le crédit, c'est le fait d'emprunter de l'argent pour pouvoir le remettre plus tard. On va voir apparaître ce qu'on appelle la lettre de change, la banque et bien sûr la bourse. Je vous donne un exemple. Un commerçant anglais qui revient en Angleterre après avoir livré une cargaison de laine à Bruges transporte une énorme quantité d'argent en métaux précieux. Les pirates le savent. Ils attaquent souvent les navires marchands. On va donc inventer la lettre de change, qui est l'ancêtre du chèque, qui va offrir une certaine sécurité aux commerçants. Donc, la lettre de change, dans le fond, c'est comme l'ancêtre du chèque. Elle va apparaître au 13e siècle, c'est donc dans les années 1200. Et les marchands n'ont plus à transporter de grandes quantités d'argent. Ils vont déposer l'argent dans une banque commerciale qui, elle, va lui remettre une lettre de change du même montant. Il va retourner dans sa ville, il va l'encaisser dans la ville de son choix. Donc, il va retourner dans la banque avec sa lettre, va aller dans la banque d'une autre ville, va remettre la lettre de change dans son nom à cette banque-là et la banque va pouvoir lui remettre l'argent qui est écrit sur la lettre de change. Donc, c'est vraiment comme un chèque. Donc, aussi avec la naissance du crédit, on va voir la naissance des banques. Les banques vont prêter de l'argent à des marchands qui vont financer des entreprises de commerce. On va rembourser ensuite l'argent emprunté en payant ce qu'on appelle des intérêts. Donc, des intérêts, c'est un pourcentage de l'argent qui est prêté que l'on remet en plus. Elle va donner des intérêts plus petits à ceux qui lui prêtent de l'argent. Et les banques, dans le fond, elle a des gens qui lui prêtent de l'argent, à qui elle va remettre un petit taux d'intérêt, mais elle va aussi prêter de l'argent à ceux qui en ont besoin. De l'intérêt, par exemple, si tu empruntes 10 à 1 % d'intérêt, bien, il va falloir que tu remettes le 10 à la fin, mais plus 1 parce que c'est 1 % d'intérêt. C'est donc dire que quand tu empruntes de l'argent à la banque, ton 10 à la fin, quand tu dois le remettre, tu vas devoir remettre 11 Donc, la banque se fait 1 % de profit. Les banques vont devenir tellement riches qu'elles vont aussi prêter au roi et même à l'Église. Un autre exemple, un commerçant espagnol veut acheter du cuir à Florence. Il doit louer un navire, embaucher des marins, acheter une grande quantité d'aliments pour nourrir les marins. Il doit aussi verser de l'argent aux vendeurs de cuir. Il a donc besoin de beaucoup d'argent pour financer tout ce voyage-là. La banque va lui emprunter. Lorsqu'il va revenir en Espagne, il va vendre le cuir plus cher qu'il l'a payé. Il va donc se faire du profit. Et avec les profits de cette vente-là, il va rembourser la banque. Il va lui rembourser l'argent qu'elle lui a prêté et une somme supplémentaire, dans le fond, en guise d'intérêt.
Au Moyen Âge aussi, on va voir la naissance de la bourse. Donc, la bourse, c'est la transaction d'actions qui est comme une partie des compagnies. Aujourd'hui, dans les grandes villes, toutes les grandes villes ont des bourses. Il y a la bourse de New York, la bourse de Tokyo. Montréal, on avait une bourse, elle est maintenant déménagée à Toronto. Donc, la bourse, c'est les actionnaires. Les actionnaires, c'est ceux qui épargnent, c'est ceux qui investissent de l'argent dans les compagnies, vont mettre leur argent ensemble et vont prendre le risque de tout perdre ou de tout gagner. On va partager le risque. Si le commerçant perd tout, il n'est pas le seul à perdre. Donc, ils sont plusieurs commerçants. Je vous donne un exemple. Une centaine d'artisans de Londres investissent chacun 10 pence, des pence c'est de l'ancienne monnaie de Londres, dans une expédition pour aller chercher de la soie en Chine. Si le commerçant revend la soie à un prix élevé, chaque artisan va retrouver ses 10 pence plus quelques pence d'intérêt. Ça veut dire qu'ils vont réussir à revendre, à aller chercher tout l'argent qu'ils avaient investi, mais avec un petit peu plus d'argent. Par contre, si les pirates coulent le navire et qu'ils perdent toute la soie, bien l'artisan va perdre ses 10 pence. Fait que c'est un peu comme ça que la bourse est née. On va aussi voir les assurances. Donc, les assurances vont donner de l'argent à une compagnie d'assurance. Les gens vont donner de l'argent à une compagnie d'assurance qui va lui garantir en retour le remboursement de sa marchandise s'il la perd. Donc, un peu comme pour le navire avec la roue de la soie, on va assurer ce navire-là. Donc, les assurances vont garantir, on va payer la compagnie d'assurance. En retour, la compagnie va garantir que si, par exemple, le bateau est coulé, bien, les assurances vont rembourser toute la marchandise qu'il y avait sur le bateau. Mais en échange, ça ne veut pas dire que le bateau va être coulé. Donc, quand tu payes les assurances, si le bateau ne coule pas, bien, tu as donné ce montant d'argent-là aux assurances, tu ne peux pas aller le rechercher. En conclusion, tout ce que vous avez vu dans les vidéos sur l'essor urbain et commercial, ce qui est important de retenir, c'est que tout ce développement du commerce-là et des villes va marquer la fin de la féodalité et aussi la fin du Moyen Âge. Donc, dans les seigneuries, les villes deviennent autonomes, les bourgeois deviennent très puissants. Ça va marquer un peu la fin de la féodalité. Un événement très important dont je vous ai déjà parlé, c'est en 1453, la prise de Constantinople par les Turcs va transformer l'Europe. Donc, dans le fond, les Turcs vont imposer des taxes très élevées que plusieurs pays européens ne peuvent pas payer. Donc, Venise ne sera plus en contrôle de la ville et ça va devenir trop cher de passer par le détroit de Bosphore et le détroit des Dardanelles pour avoir accès à la mer Noire. Les pays européens vont donc vouloir trouver une autre route vers les épices et la soie de la Chine et vont prendre la haute mer, c'est-à-dire qu'ils vont traverser l'Atlantique pensant être capable de faire le tour pour retrouver les épices et finalement, comme vous connaissez l'histoire, ils vont découvrir l'Amérique. C'est ainsi que se termine le Moyen Âge.